Bon, je vais passer à la deuxième partie, la paire au pouvoir et le pouvoir de la paire. Là, vous voyez, l'angoisse comme sentiment existentiel et la paire comme instrument du pouvoir. C'est ça, si on veut, c'est ce dont on va parler. Sous-titre, si vous voulez, liberté, sécurité. Des paradigmes en équilibre précaire. Donc, on demande la liberté, mais après on demande qu'on ne l'ait plus parce qu'on veut être sécurisé. Et puis on demande la liberté, mais on peut être sécurisé. Anxiété et peur. L'anxiété est le sentiment normal lié à l'incertitude de la vie sans un objet défini qui l'a créé. Donc nous sommes exactement dans le monde mental des existentialistes des années 50-60. La vie, l'angoisse. La peur, par contre, est un sentiment pathologique déterminé par un objet concret qui bouleverse un équilibre acquis. L'anxiété, c'est je ne sais pas qu'est-ce que j'ai quelque chose, j'ai du mal, je ne sais pas quelle sera ma vie. La peur, c'est oulala, il y a Daesh derrière l'angle. État et système. L'État est une communauté organique, souverain, qui protège la sécurité de ses membres et concède liberté et droit en directe proportion avec responsabilité et devoir envers elle. Le système est une organisation sociale qui contrôle le citoyen avec le prétexte de la sécurité, induit besoin et envie, aux normes de droit individualistes et de prétentions égoïstes. Donc on fait très souvent la confusion entre l'État et le système. D'accord. L'État est un organisme qui favorise l'autonomie de l'individu à l'intérieur d'un destin commun et partagé. Le système est un appareil technique qui exige le conformisme de tous pour un projet qui est étranger et souvent en contradiction avec l'idéal communautaire. Accord. L'État favorise désir et vocation sur la base des compétences personnelles et des habiletés spécifiques de l'individu. Le système aplatit toute initiative motivée et une homologation diffuse et fonctionnelle au maintien de l'appareil même. L'État sauvegarde la sécurité de l'individu à l'intérieur d'une protection diffuse de toute l'identité communautaire. Le système sauvegarde les égoïsmes de chacun, de chaque minorité, au détriment de défense organique du principe d'appartenance. Méthode de contrôle. Évidemment de la part du système, pas de l'État, parce que l'État n'existe pratiquement plus. Créer des besoins superflus, les faisant passer pour indispensables. Insinuer le doute pénétrant de ne pas pouvoir satisfaire ces besoins et offrir des solutions de facilité pour maintenir les faux bien-être perçus. Et il joue sur la prolétarisation des envies. Nous avons l'individualisme effréné et manœuvré, l'homologation de goût et de consommation, et une insatisfaction permanente et nihiliste. L'objectif du système, c'est la désagrégation de tout lien communautaire, la dégénérescence des rapports spirituels en contrat, qui est fondamental. Tous les débats aujourd'hui sont même sur l'histoire, par exemple, du mariage homosexuel. Et la bataille est posée dans une question. D'un côté, il y a les droits et les contrats, de l'autre, il y a les valeurs. Les valeurs, ça veut pas dire grand-chose. La valeur, c'est comme la value. C'est quelque chose qui vaut. Mais qui vaut parce que tu lui donnes une valeur. C'est pas un principe. Alors, même dans les débats moraux, on a perdu les repères fondamentaux. Ils sont plus hauts de celles dans lesquelles on se bat. Précarisation et toute capacité d'autodéfense. En plus qu'on a la précarisation de tout aujourd'hui. Et délégation au système de solution à tout problème. Donc on a des problèmes, donc on délègue. Je fais un exemple. Les avions. Nous allons là, j'arrive à l'aéroport, on s'enlève la ceinture, on s'enlève le veste, on enlève les chaussures, peut-être les chaussettes, on tire tout, on met là, bling, bon, on passe partout, tous comme des troupeaux, pour entrer dans un avion qui préfère que n'importe quelle personne qui soit qui travaille à l'aéroport peut faire sauter en mettant une valise là-dedans, et surtout que normalement on ne saute pas comme ça parce que aujourd'hui quand on décide de faire un attentat, ceux qui le font vraiment bloquent de terre les contrôles et attirent les avions en bas. Alors franchement, je crois que tout le monde sait parfaitement, quand il passe ce contrôle
à l'aéroport, il ne fait que perdre du temps et d'être mis comme un brebis dans un troupeau, mais tout le monde est aussi content parce qu'ils se sentent rassurés, parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. C'est probablement le même qui fera tomber l'avion à 10 minutes après. Et nous vivons dans un état thérapeutique totalitaire qui essaye de nous faire croire qu'il y a une neutralisation de tout risque, donc comme si la vie n'était pas un risque tout le temps, qui exaspère tous les droits. C'est-à-dire, nous avons les droits. Depuis que j'entends parler de cette religion de droit depuis quelques années, et plus on parle de droit, moins on nous a. Ça, c'est fantastique. Comme les gens qui en 68 nous ont dit c'est interdit, ils ne font qu'interdire aujourd'hui, donc c'est fantastique. Évaporation de tout devoir, responsabilité personnelle. Résultat individuel et collectif. Il y a un état de perte permanente, que ce soit la crise, que ce soit Daesh, que ce soit les sida, que ce soit peu importe, il y a des structurations de toute volonté, résignation sur ses propres capacités, parce que personne ne prend plus les choses en main, homologation volontaire, parce que en plus, non seulement nous donne des modèles d'homologation, les gens font presque courent l'un plutôt de l'autre pour démontrer qu'il est homologué. Et c'est même le même problème qu'auparavant. Il y a des gens qui arrivent au gouvernement parce qu'il y a une déferlade, par exemple, et à un certain moment, on te demande parce que t'es xénophobe, on te demande parce que t'es macho, on te demande parce que, et puis ils arrivent et ils disent non, je suis content, je veux être exactement pareil aux autres, mais c'est exactement pareil aux autres, je garde toujours les autres. Mais ça n'empêche, ils sont tellement pris du fait qu'ils ont besoin d'être engloutis qu'ils se laissent engloutir. Acceptation de n'importe quel support externe. Exemple. Aujourd'hui, pratiquement dans tout l'Occident, on délègue le contrôle antiterroriste à de sociétés israéliennes. Illusion perverse des libertés, approvisionnement de tout élan autonome, orientation pilotée de chaque décision, construction donc une alternative hétérodirecte, c'est quelqu'un d'autre qui décide ce que tu vas faire. Alors on peut décider que c'est quelqu'un d'autre est bon. Quelqu'un pense que c'est bon Netanyahu, quelqu'un pense que c'est bon Poutine, quelqu'un pense que les deux sont bonnes et ils le pensent entre eux ils le pensent. Et anesthésie collective face à la réalité. Gardez à l'esprit. Le grand risque est que l'homme ait trop confiance en ses aides et se sente perdu s'il manque un jour. En fait, c'est ça le fondement. Pour que force s'épaye, la condition animale domestique entraîne celle d'animal de boucherie. La liberté est un risque. Qui vient jouer gratuitement démontre ne pas la mériter. Ça, c'est Junger qui l'a créé. La liberté ne s'obtient pas avec la neutralité. Surtout pas à travers cette illusion de sécurité de qui prétend faire des serments à qui est au milieu de l'arène. Et là, on revient à la grande erreur dans l'illusion électorale et nationale populaire. C'est pas parce que la vague n'est pas intéressante, mais c'est parce que si la logique est qu'il y a quelqu'un qui fait des serments au milieu de l'arène, parce qu'après, tout le monde applaudira, et donc les choses changeront, c'est évidemment rester prisonnier. Peur et courage, deux sentiments interchangeables. Le moment actuel fait peur, mais le courage ne peut être complètement épuisé. Comme il y a un moment où l'on doit avoir le courage d'admettre sa peur, il y a un moment où l'on ne peut pas avoir peur de démontrer son courage. Des sentiments qui s'apprennent, mais qui ne s'enseignent pas. C'est un travail surtout sur soi. Paramètres du courage. C'est encore Junger, je crois. La rébellion est spirituelle et non statistique. L'opinion d'un seul en contradiction avec celle de 1000 personnes est un exemple, pas un numéro. Les faibles minorités sont une menace qu'on coordonnait en tactique partagée. Donc c'est ce que c'est la base de notre discours. Les minorités coordonnées en tactique partagée sont une menace pour ceux qui veulent détruire, mais sont un espoir, sont un atout. Quelques loufeurs peuvent transmettre la qualité au troupeau, la transformant en maître. La rebelle nie les complots et le fatalisme avec la seule revendication de la liberté, c'est-à-dire en général foutre que ce soit Rothschild ou quelqu'un d'autre qui est derrière le truc,
ni que ce soit la lutte des classes, ni que ce soit. Et l'important, c'est que je peux faire un constat, mais je revendique ma liberté et je l'impose. Et non, c'est pas la peine de faire la liste de qui est le plus méchant de mes ogres. Remettre de courage. La peur créée par les systèmes ne se combat pas par la violence extérieure, mais par une victoire intérieure. Traquer, identifier l'ennemi peut perdre, parce qu'il est masqué sous plusieurs identités. Donc pourquoi traquer nous, identifier l'ennemi peut perdre, parce qu'on découvre que beaucoup de gens, on pense qu'ils peuvent être nos paladins, ce sont encore nos ennemis. Identifier ses semblables, son signe extérieur, mais d'instinct, par les styles et les regards. C'est fondamental. On revient à l'instant métaphysique qui est aussi esthétique, qui est le fondement de la civilisation européenne et qu'on arrive à perdre de plus en plus parce que nous avons quand même une attitude même esthétique sino-américaine depuis 150 ans. Identifier les tricheurs préposés à la peur et bouleverser le jeu avec d'autres règles, ça c'est fondamental. Comme pour la communication. Dans les dialectiques, dans les débats, dans la bataille, il y a des règles, mais ce sont les règles des autres. Il faut simplement changer les règles. Il y a toutes les possibilités juridiques pour changer les règles. Hein. Je ne parle pas d'une insurrection. Changer les règles. Créer de l'autonomie productive, c'est changer la règle. La règle, c'est demander aux banques qui nous prêtent l'argent. Créer de l'argent, c'est changer la règle. Limiter le fait des opportunités, même quand la menace est diffuse et constante. La rebelle rompt les malentendus et dissout les soupçons. Son action est ouverte, concrète et ciblée. Ça, c'est fondamental. Ouverte. Autrement, autrement, elle n'existe pas. Elle est concrète. Elle est ciblée. Donc, ce sont les buts de cours que nous allons tenir bientôt. La peur est alimentée par l'incertitude et par le doute. Et fondée sur un faux bien-être et sur la menace de la précarité. Alors, être incertain, avoir des doutes, être complexé par la considération d'autrui, et avoir l'angoisse de perdre quelque chose, ça crée de l'incertitude et de le doute qui empêche d'être fort, et donc d'être gagnant. Le système intimide avec l'angoisse du chaos du néant, mais entre le chaos et le néant, il y a décision de l'individu, et peut-être l'organisation d'une élite. Chacun est alors l'artisan de sa liberté, car est souvent c'est lui qui décide de la situation d'exception. Carl Schmitt. Donc, il faut être souverain. Merci de votre présence. Alors, on peut repartir avec les questions et les débats. Comment réagir face à des gens angoissés face à l'avenir? Ça dépend de quoi tu parles, parce que évidemment, ça dépend quel est le rôle qu'on joue. Un parti politique, évidemment, doit donner des espoirs aux gens qui sont angoissés, mais il doit aussi les organiser pour les sortir de cela. Si tu n'es pas un parti politique, c'est la façon à laquelle on peut réagir face à des gens angoissés, c'est toujours l'exemple. C'est-à-dire, il faut, si on n'est pas angoissé, si on arrive à dépasser son angoisse, la sérénité est déjà fondamentale. Si après, les gens sereins seront évidemment recherchés par beaucoup d'autres gens, et s'ils ont capacité de leur donner aussi des solutions qui ne seront pas celles de rentrer dans un secte de témoins de Jéhovah, plus ou moins avec des runes, alors ces moments-là, la réaction peut être constructive. Après, bon, ça dépend de quoi parle-t-on, parce que justement du contexte, parce que si on parle de gens qu'on rencontre dans la rue, on parle de gens de son propre alentour, on parle de gens qui viennent pour faire de la politique, on parle de gens qui ont des problèmes particuliers, par exemple, je ne sais pas, travailleurs, PME, etc. Ça change selon les différents cas, mais il n'y a que je pense que la souris est contagieuse. Alors, c'est pas intéressant de pouvoir disposer de références bibliographiques qui permettraient de trouver une racine, un repère, un vocabulaire. Ça, c'est pas mal, mais en France, il y a le site Institut Iliade pour ça. De quoi tu parles pour ça? Pour la bibliographie? Oui, pour la bibliographie.
Oui, oui. En plus, le Sifu Iliade, je pense que c'est une des choses les plus intéressantes qui existent en Europe, donc c'est parfait. Oui, mais ceci dit, on peut quand même faire de suggestions bibliographiques aussi. Comment former des gens, et surtout des jeunes, dans l'optique existentielle que tu décris quand on part de rien, qu'on n'a pas de moyens? Doit-on réaliser des actions qui donnent l'exemple, la main vers nous, ce type humain? Oui, Pierre-Antoine, je pense que oui. Simplement, il faut faire les choses toujours à fur. Il ne faut pas faire de pas trop long. C'est-à-dire, il faut aller pas relativement vite, mais pas après pas. Donc, la première chose, c'est d'essayer de faire, de rendre un peu plus vivants ces concepts, non seulement d'un point de vue théorique, mais aussi par des expériences communes, par exemple en fin juillet, etc. Et puis, dès qu'on a une certaine capacité, une certaine force, je crois qu'on peut vraiment créer des actions qui donnent l'idée. L'important, c'est que il ne faut pas non plus le faire si on n'a pas un fort tissu derrière, parce que sinon on risque de créer un malentendu dans lequel les gens viennent vers nous. Nous ne sommes pas la terre du message qu'on a lancé. Mais l'idée est dans ce sens-là. Quelle sera la référence moyenne réunion TeamWare pendant l'année, estimation? Toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois. Et je comptais de commencer, parce qu'il y a d'autres choses qui sont en chantier en Italie en septembre, donc je comptais de commencer début octobre la première séance. Mais il y a d'autres choses à mettre en route, les cahiers de l'inscanner, il y a beaucoup de choses. Mais là aussi, bon, on commencera par ce qu'on a. Mais je pense que ce serait pas inutile qu'il y ait une participation aussi à la création de cours faits par les Français. Et je pense qu'on pourra arriver un jour à ce taux de faire des cours plurinationaux de manière telle que ce soit des cours qui aillent dans tous les pays. Bon, une chose après l'autre. S'il n'y a pas de questions, je vous salue. Et je vous dis déjà bon déjeuner. Merci à tous et